Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Il sera question aujourd'hui de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, un roman qui a rapidement connu un grand succès et qui est toujours d'actualité bien qu'il se passe dans les années 1920-1930. L'histoire de cette petite fille qui, au fil du livre, mûrit et découvre le monde qui l'entoure, a touché des lecteurs de toutes les générations. Si vous ne l'avez pas encore fait, écoutez ce résumé du livre et laissez-vous convaincre à votre tour. Dans le premier chapitre de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, nous rencontrons la famille Finch, composée du père, Atticus, qui est avocat, et de ses deux enfants, Scout et Jem. Nous découvrons également le personnage de Calpurnia, une servante noire. Seul Jem se souvient de sa mère, qui est morte lorsque les enfants étaient jeunes. Les deux se lient d'amitié un été avec Dill, un garçon qui passe ses vacances chez sa tante, une voisine des Finch. On apprend également qu'Atticus a accepté comme première affaire le cas de deux hommes qui refusaient de plaider coupables de meurtre au second degré. Et puis l'été passe et se termine au chapitre 2. Dill part et Scout reprend les cours avec enthousiasme. Le premier jour, elle rencontre son professeur qui ne vient pas de la ville et ne connaît donc pas les coutumes locales. Celui-ci a également une manière différente d'enseigner. Par exemple, à l'heure du déjeuner, il demande à tous ses élèves de lui montrer ce qu'ils ont apporté. Il découvre que l'un d'entre eux, Walter Cunningham, n'a rien sur lui. Il lui propose donc de l'argent pour acheter quelque chose, mais celui-ci refuse. Alors Scout, avec d'autres camarades de classe, explique au professeur que les Cunningham n'accepteront jamais aucune aide. Au chapitre 3, lorsque Scout rentre chez elle, elle dit à son père qu'elle ne veut pas retourner à l'école. Elle n'aime pas le nouveau professeur. Mais Atticus lui rappelle que c'est son droit et son devoir d'y aller, ce à quoi Scout répond que Bury Sewell n'y va pas. Son père lui explique que les autorités font certaines exceptions pour cette famille en raison des problèmes d'alcool du père. Au chapitre 4, l'année scolaire se déroule et Scout est toujours contrarié par l'école, car le professeur ne les laisse ni lire ni écrire. Il leur donne plutôt des tâches à accomplir en équipe. Un jour, en rentrant de l'école, Scout et Jem découvrent un arbre troué près de la maison des Radley. Dans le trou, il y a 2 chewing-gums et quelques jours plus tard des pièces de monnaie. Ils ne savent pas s'il s'agit d'une cachette ou d'un trésor, mais dans le doute, ils décident de tout prendre et de mettre leurs trouvailles dans leur coffre. Dill revient ensuite pour l'été. Au chapitre 5, Jem et Dill sont 2 grands amis, et Scout, en tant que fille, se sent un peu à l'écart. Elle commence donc à passer les journées d'été avec sa voisine, Madame Maudit. Un jour, les enfants décident d'élaborer un plan pour faire passer des messages à l'aide d'une canne à pêche jusqu'à la maison des Radley. Lorsque leur père les découvre, il les gronde en leur demandant de respecter l'intimité de Boo, dont on découvre qu'il est le locataire de la maison. Au chapitre 6, le dernier soir de l'été, les 3 amis, malgré les réticences de Scout, décident d'espionner la maison des Radley. Il parvient même à se faufiler à l'intérieur, mais s'enfuit lorsqu'il voit une ombre se déplacer. Dans sa fuite, Jem perd son pantalon, qui s'accroche à une clôture. On entend alors un coup de fusil, et Atticus l'entend aussi, comme toute la ville d'ailleurs, et ses fils ainsi que Dill inventent une histoire pour justifier l'absence de pantalon de Jem, afin que personne ne découvre leur aventure. Au chapitre 7, Jem avoue à Scout que lorsqu'il est retourné chercher son pantalon, il l'a trouvé fixé et soigneusement plié, comme si quelqu'un savait qu'il allait revenir le chercher. Dans le trou de l'arbre ce jour-là, il trouve des figurines de savon à leur effigie, ainsi que d'autres cadeaux. Mais lorsqu'il décide d'écrire une lettre de remerciement pour les cadeaux, il découvre que quelqu'un a comblé le trou avec du ciment. Et puis l'hiver arrive au chapitre 8, avec un temps froid qui force l'annulation des cours en raison d'une tempête. Madame Radley meurt, et Atticus se rend à la maison sans ses enfants pour présenter ses condoléances à la famille. À son retour, Jem et Scout lui demandent des nouvelles de Boo, mais leur père leur répond qu'il ne l'a pas vue. Au chapitre suivant, un garçon de l'école insulte Scout en lui disant que son père va défendre une personne noire, ce qui entraîne une bagarre entre eux. À la maison, Scout interroge son père bien sûr, qui lui répond qu'il a décidé en effet de défendre Tom Robinson. Lorsque sa fille lui demande pourquoi, il lui répond que c'est son devoir et que, par éthique, il devait le faire. Le chapitre suivant d'ailleurs prend la forme d'une métaphore. Un jour, les enfants avertissent Calpurnia qu'un chien erre dans la rue. La servante prévient Atticus qu'il s'agit d'un chien enragé qui pourrait mettre tout le monde en danger. Le père de famille n'a d'autre choix, à contre-cœur et avec tristesse, que de tuer l'animal. Au chapitre 11, Jem et Scout vont chercher leur père au travail et sur le chemin du retour, ils passent devant la maison de Madame Duboz. Les enfants détestent Madame Duboz parce qu'elle a l'habitude de les gronder depuis son porche. Mais ce jour-là,
Ils la trouvent au lit, bardée de matériel médical. Atticus leur explique que la bravoure, c'est de savoir que l'on a perdu, mais de rester fidèle à ses convictions, un peu comme Madame Dubose qui se meurt, sans rien devoir à personne. Au chapitre 12, Jem entre dans l'adolescence et les choses se compliquent. Scout essaie de lui laisser de l'espace, mais au fond d'elle, elle souhaite que Dill arrive afin d'avoir de la compagnie. Cependant, son ami les prévient qu'il doit passer les vacances avec sa famille. Atticus devant s'absenter pendant 2 semaines, les enfants sont confiés à Calpurnia. Et avec la bonne, ils se rendent à son église où une afro-américaine tente de les mettre de côté parce qu'ils sont blancs. Calpurnia, quant à elle, soutient que Dieu est égal pour tous et que tous sont égaux devant Dieu. Au chapitre suivant, nous faisons la connaissance de tante Alexandra, la sœur d'Atticus, qui décide de s'installer dans le quartier pour exercer une bonne influence sur son neveu et sa nièce. Cela implique de leur dire continuellement ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, ce qui rend les enfants littéralement fous. Elle insiste également beaucoup pour qu'ils apprennent l'histoire de sa famille, dont Atticus n'a jamais beaucoup parlé, se contentant de leur raconter des histoires drôles sur certains de ses membres. Mais au chapitre 14, tante Alexandra est furieuse lorsqu'elle apprend que ses neveux sont allés à l'église de Calpurnia. Elle fait pression sur son frère pour qu'il renvoie la servante. Atticus, quant à lui, refuse, car il reconnaît l'importance de Calpurnia dans son foyer. Une nuit, Jem et Scout découvrent Dill sous leur lit. Celui-ci a volé le portefeuille de sa mère, et en faisant de l'autostop et en prenant quelques trains, il est parvenu à se rendre chez ses amis. Finalement, ils le font rester pour tout l'été. Au chapitre 15, le procès impliquant Atticus prend de plus en plus d'ampleur et met en colère beaucoup de gens qui viennent chez les Finch pour menacer l'avocat. Il y a de la tension dans l'air. Un soir, Atticus prend la voiture mais ne laisse pas ses enfants l'accompagner. Comme il ne revient pas, les enfants décident de descendre au centre-ville pour chercher leur père. Ils ne le trouvent pas dans son bureau, mais sur les marches de la prison du comté, où il semble attendre en lisant. Enfin, alors que Dill, Jem et Scout l'espionnent, il est abordé par un groupe. Ils entendent Atticus dire que le shérif n'est pas loin, mais le groupe répond qu'ils l'ont piégé pour qu'il aille dans les bois afin qu'ils aient le champ libre. Scout décide alors de s'approcher, à la surprise de son père qui la voit apparaître. Elle constate que les hommes qui entourent son père sont tous des étrangers et sentent l'alcool. L'un d'eux saisit Jem à la gorge, mais Scout lui donne un coup de pied pour libérer son frère. Finalement, la foule se disperse et les enfants rentrent chez eux avec Atticus. Au chapitre 16, à la maison, Jem et Scout sont choqués et demandent à leur père ce qu'il s'est passé. Celui-ci leur explique que tout est dû au racisme et au manque d'humanité qui règne dans la ville. Et puis arrive le jour du procès. Bien que leur père leur ait dit de ne pas y aller, les enfants se rendent au tribunal. D'ailleurs, toute la ville y est présente, comme s'il s'agissait d'un grand événement. Au chapitre 17, le procès commence par un témoignage de M. Ewell, qui affirme avoir entendu sa fille crier le jour des faits. Il rentre chez lui, après avoir été chercher du bois, et lorsqu'il est rentré dans la maison, il aurait trouvé Tom Robinson en train d'avoir des relations sexuelles non consenties selon Ewell avec sa fille, Mayella. Au chapitre 18, c'est la jeune fille qui témoigne, et qui explique en effet avoir demandé à Tom de l'aider à casser une armoire pour faire du bois de chauffage. Lorsqu'elle est allée chercher de l'argent pour le payer, Tom se serait jeté sur elle et ne se serait arrêté qu'au retour de son père. Et lorsqu'Atticus l'interroge, elle maintient que Tom l'a forcé et en appelle aux honnêtes gens pour que justice soit faite. Atticus a l'air dépité. Au chapitre 19, lorsque c'est son tour de jurer sur la Bible, Tom déclare qu'il ne peut pas parce que son bras gauche est gravement blessé. Atticus lui demande s'il a déjà été condamné pour quoi que ce soit à quoi il répond qu'il ne l'a été qu'une seule fois, parce qu'il ne pouvait pas payer une amende et qu'il s'est battu. Tom explique également avoir l'habitude d'aider Mayella lorsque celle-ci lui demande de l'aide, car il passe souvent devant sa maison lorsqu'il rentre chez lui après avoir travaillé dans les champs de coton. Il précise que la fois où il l'a aidée avec l'armoire remonte à très longtemps, et pas récemment, contrairement à ce qui a été dit. Il affirme également qu'il n'est jamais entré chez elle sans y avoir été invité. Le jour en question, Mayella lui aurait demandé de l'aider à faire quelque chose et une fois dans la maison, elle aurait envoyé ses frères au village pour être seule avec lui. Elle l'aurait ensuite serré dans ses bras, ce qui aurait effrayé Tom, qui ne lui a pas rendu l'appareil et ne l'a pas violée. Le lendemain, au chapitre 20, au tribunal, Atticus prononce son discours devant le jury. Il explique que les signes de violence de Mayella ont été infligés par son propre père. Il souligne également que les coups ont été portés par le bras gauche, et alors que Tom est blessé au bras gauche, M. Ewell, comme par hasard, est gaucher. En outre, les preuves de la culpabilité de Tom sont minces, mais c'est un homme noir, dans un monde blanc. Au chapitre 21, le verdict arrive, et tout le monde reste dans l'expectative. Même Atticus a permis à ses enfants de rester pour l'entendre, malgré l'avis de tante Alexandra. Sans grande surprise, le jury déclare Tom coupable à l'unanimité.
Atticus quitte la salle d'audience sous le regard respectueux et reconnaissant de toute la communauté afro-américaine qui l'ovationne. M. Ewell, bien qu'il ait gagné le procès, menace Atticus parce qu'il croit que ce dernier a voulu l'humilier au tribunal. Alors au chapitre 22, à la maison, Jem pleure. Ni lui, ni Scout ne comprennent comment le jury a pu agir de la sorte. Atticus explique que ce n'est pas la première fois que cela arrive, et que ce ne sera pas la seule. Calpurnia annonce que la communauté afro-américaine leur a laissé de nombreux cadeaux et de la nourriture en guise de remerciement. Mais Atticus lui dit que dans l'état actuel des choses, il ne peut rien accepter. Au chapitre 23, Atticus pense que Tom, qui se trouve maintenant dans une prison où il ne reçoit aucune visite, peut être épargné de la peine de mort si le gouvernement faisait preuve de clémence. Scout est dubitative, mais son père lui explique que pour trop de gens, la parole d'un blanc aura toujours plus de valeur que celle d'un afro-américain. Jem et Atticus discutent alors du rôle des jurys en général, et dans cette affaire en particulier. Atticus espère malgré tout que le jury a pris beaucoup de temps pour délibérer. Autrefois, les verdicts de ce type étaient rapides, car l'accusé noir était considéré comme coupable sur le champ. Ici, il a fallu du temps pour parvenir à un accord. Il se murmure que l'un des Cunningham se serait montré réticent à déclarer Tom coupable. Au chapitre 24, Scout est obligé de rester à la maison un soir avec sa tante Alexandra et quelques-unes de ses amies. La conversation porte sur la situation de la communauté afro-américaine après le procès, et Scott écoute, perplexe, toutes ces femmes se plaindre de leurs servantes et de leurs domestiques. L'opinion générale, c'est que les Noirs sont des citoyens grossiers et qu'ils ne feront jamais de bons chrétiens. Et puis au chapitre 25, pour la dernière nuit de l'été, Jem et Scout se préparent à dormir dans les tentes qu'ils ont montées dans le jardin. Là, ils se souviennent du jour où Tom est mort. Calpurnia et Atticus étaient en route pour annoncer à la femme de Tom la nouvelle de la condamnation à mort de son mari. Bien qu'hésitant, Atticus avait laissé ses enfants l'accompagner. Lorsque Hélène, la femme de Tom, les a vus arriver et a entendu les nouvelles, elle s'est évanouie. La mort de Tom a ensuite fait la une des journaux pendant quelques jours, et puis toute la ville l'a oublié, comme les autres. Au chapitre 26, le mois de septembre commence, et avec lui l'école. Les camarades de Jem et de Scout leur parlent à peine à cause du procès et de la défense d'Atticus. Un jour, en classe, le professeur commence à parler des nazis, blâmant les actes qu'ils ont commis. Mais pour Scout, tout cela semble hypocrite parce qu'au procès de Tom, elle a entendu son propre professeur dire des propos racistes. Lorsqu'elle va en parler à Jem, celui-ci lui dit qu'il ne veut plus entendre parler de cette histoire. Atticus lui explique qu'elle doit laisser à son frère le temps de digérer la situation. Et le malaise se poursuit en ville au chapitre 27. Hélène Robinson est à son tour menacée par la famille Ewell. Le soir d'Halloween, l'école organise un concours dans lequel chaque enfant doit représenter l'un des produits typiques du comté. Scout doit jouer le rôle d'un jambon pour lequel elle a un costume fait de fil de fer dans lequel elle ne peut ni bien voir ni bien bouger. Jem l'accompagne à l'école car Atticus est fatigué et tante Alexandra préfère rester avec lui. Au chapitre 28, pour se rendre à l'école où se déroule le concours, les enfants passent devant la maison des Radley, qui ne leur fait plus peur. Tout est très sombre, mais ils arrivent à bon port. Alors qu'ils sont sur le chemin du retour et que la route est encore plus sombre, ils entendent un bruit étrange. Ils pensent qu'il s'agit d'un de leurs compagnons qui essaie de les effrayer, mais lorsqu'ils crient, ils n'obtiennent pas de réponse. Ils continuent à marcher, mais commencent à entendre des pas qui les suivent. Puis les bruits de pas se transforment en une course. Jem pousse Scout à s'enfuir, mais avec son déguisement, elle n'y arrive pas et tombe. L'étranger se jette alors sur elle en essayant de la poignarder. Mais grâce à son déguisement en métal, il n'y parvient pas. Alors il commence à l'étrangler jusqu'à ce que quelqu'un, elle suppose que c'est Jem, frappe son agresseur si fort que celui-ci est projeté en arrière. Dans l'obscurité, elle aperçoit alors son frère se faire emporter. Scout arrive alors à la maison et raconte tout ce qu'il s'est passé. Sa tante et son père ne perdent pas de temps et appellent immédiatement le shérif. À la porte, ils retrouvent Jem, inconscient et le bras cassé, ainsi que la personne qui l'a amené là. Scout ne sait pas encore de qui il s'agit. Elle suppose que c'est quelqu'un qui a entendu les cris et qui est venu à la rescousse. Peu de temps après, le shérif arrive et annonce qu'ils ont trouvé M. Ewell mort, avec un couteau entre les côtes. Au chapitre 29, Scout raconte au shérif ce qu'il s'est passé et mentionne que c'est Jem qui l'aurait protégé et qui aurait poignardé Ewell. Mais alors, elle regarde pour la première fois la personne qui a amené son frère. Son aspect pâle et nerveux lui fait reconnaître instinctivement qu'il s'agit de Boo Radley. Au chapitre 30, Scout sort avec Boo sous le porche, tandis qu'à l'intérieur de la maison, les autres discutent de l'affaire. Le shérif insiste pour s'en tenir à sa version, à savoir que Ewell serait tombé sur son propre couteau. Atticus répond que Jem lui a planté l'arme en état de légitime défense et qu'il doit être traité comme n'importe qui d'autre, sans changer son histoire pour le protéger.
Le shérif lui explique que ce n'est pas son fils qu'il protège, mais Boo. Même si c'est contraire à la loi, il demande à Atticus de fermer les yeux pour une fois. Ewell est responsable de la mort de Tom, et il serait injuste que Boo aille en prison pour l'avoir tué. D'autant plus qu'il l'a fait pour défendre Jem et Scout. Atticus demande alors à Scout si elle a compris ce qu'elle doit dire désormais, et la jeune fille répond par l'affirmative, évoquant que le contraire reviendrait à tuer un oiseau moqueur. Atticus remercie Boo d'avoir sauvé la vie de ses enfants. Finalement, au 31e et dernier chapitre, Scout parle à Boo et lui demande s'il veut dire bonne nuit à Jem, qui est toujours inconscient mais en sécurité dans son lit. Boo accepte et quand il le voit, Scout remarque qu'il veut caresser Jem, alors elle lui explique comment le faire doucement. Lorsqu'ils ont terminé, Boo demande à Scout de leur accompagner sur une partie du chemin. Et c'est la dernière fois qu'elle le voit. Dans la dernière scène de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Atticus lit une histoire d'horreur à Scout jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il s'agit de l'histoire d'une personne que l'on croyait dangereuse et nuisible, mais qui s'est révélée par la suite gentille, courageuse et innocente. Scout, qui s'assoupit, dit à son père que ce personnage lui rappelle Boo. Et c'est sur cette scène que se termine le roman, qui nous parle de manière générale d'éthique et du maintien d'une attitude exemplaire. Ici, c'est Attitude Finch qui en est un exemple et qui constitue une référence inspirante. Harper Lee nous a écrit cette histoire pour mettre sur papier les dangers du racisme. Durant la période de la Grande Dépression et les années 1930, les crimes et les lynchages du Ku Klux Klan faisaient trop souvent la une des journaux. Ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'en la lisant aujourd'hui, on peut encore identifier bon nombre des préjugés qui aveuglaient les voisins des Finch. De même, les réflexions d'Atticus sur la tolérance ne sont pas non plus passées de mode. C'est pourquoi l'histoire, malgré les années, est toujours d'actualité, en particulier lorsque des crimes racistes et contre d'autres groupes discriminés continuent d'être perpétrés. Outre le racisme et l'importance d'une éducation fondée sur la non-discrimination ou l'oppression, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur nous parle aussi de la vocation au travail. Atticus Finch est avant tout un bon avocat, un métier qu'il adore, ce qui le conduit à toujours défendre ce qu'il doit, en dépit de la menace ou des conseils de prudence. D'autre part, chez Scout et Jem, nous voyons également l'évolution de deux enfants, qui commencent à prendre conscience du monde qui les entoure. Lorsque Tom est reconnu coupable, ils perdent également leur innocence. Et en ce sens, à l'instar d'œuvres telles que le Lazarillo de Torm, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur peut être considéré comme un roman d'apprentissage, montrant l'évolution de l'enfant à l'âge adulte. Et c'est tout pour cet épisode dédié à Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.